Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, une jeunesse à Porto Vecchio, l'affaire Mounir El Moussaoui. En janvier 2006, dans cette ville très touristique de Corse, un jeune garçon disparaît. Il s'appelle Mounir El Moussaoui. Il a 16 ans, il habite avec sa famille à Pifano, le quartier le plus pauvre de la ville. On le retrouvera 2 ans plus tard, enterré dans une forêt. Alors, le mystère de sa disparition s'éclaircit et révèle une triste histoire. Elle commence entre les HLM du quartier Pifano, avec une bande de jeunes qui se connaissent depuis toujours. Elle se termine par une virée meurtrière dans la forêt. Entre les deux, un engrenage s'est enclenché, insensé, implacable. L'affaire Mounir El Moussaoui a inspiré un film de Thierry De Peretti, Les Apaches, sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2013. Les Apaches, oui, comme ces jeunes délinquants qui faisaient planer sur le Paris de la Belle Époque une ambiance de western. Les Apaches de Porto Vecchio, eux, racontent une Corse qu'on ne connaît pas. Ce n'est ni la Corse des touristes, ni celle des bandits. C'est celle qui est écrasée entre les deux. Celle que les vacanciers croisent sur le chemin de la plage, sans la regarder. C'est une Corse jeune et pauvre, celle des invisibles, et c'est un peu Gomorrah en Corse, cette histoire. Notre invité aujourd'hui, Paul Ortoli, journaliste, auteur, ancien rédacteur en chef du journal Corse Matin, aujourd'hui correspondant sur l'île pour le journal Le Monde. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Porto Vecchio, 19 octobre 2012, il est près de 23 heures. L'été est déjà loin, les touristes aussi. Il y a de l'agitation dans le centre-ville. Une route est barrée. Sur des barrières, aux 2 extrémités de cette rue, il est indiqué « Stationnement interdit de 17h à minuit, tournage du film Les Apaches ». Un jeune garçon et une jeune fille remontent la rue. Une caméra les filme. La scène veut qu'ils se chamaillent. Aux manettes, Thierry De Peretti, le réalisateur. Pendant 1 mois et demi, il tourne un film dans Porto Vecchio et aux alentours. Et en particulier, dans un quartier un peu excentré, Pifano. Les habitants ici n'ont pas l'habitude de voir s'installer des équipes de cinéma. Les caméras qui viennent généralement les voir, ce sont celles de France 3 Corse pour des sujets sur la délinquance ou sur les plans d'urbanisme. Mais cette fois, c'est différent. Alors, les habitants regardent leurs fenêtres, ils s'approchent. Les acteurs, pour la plupart, sont les habitants du quartier. Pour les recruter, Thierry De Peretti et son équipe ont organisé un casting à Porto Vecchio. Ils voulaient faire jouer des jeunes de la ville, peu importe qu'ils soient comédiens ou pas. Les Apaches, c'est donc l'histoire de 4 jeunes de Porto Vecchio, Hamza, Jo, Aziz et François Jo, qui cambriolent une maison luxueuse. Mais un caïd du coin met la main sur l'un d'entre eux. Les autres ont peur que leur copain les dénonce. Alors ils le tuent. Et si Thierry De Peretti a voulu des habitants de Porto Vecchio comme comédiens, c'est pour une bonne raison. Aziz El Adachi, notamment, habite le quartier de Pifano. C'est lui qui joue le rôle de la victime. Et il se confie à la caméra de France 3 Corse en octobre 2012. Tu incarnes qui dans le film? J'incarne en fait un proche décédé malheureusement, qui à l'époque habitait au Pifano. Tout le monde le connaissait, on était tous une famille. Et voilà quoi, et il y a eu une petite embrouille, une petite histoire et voilà, il s'est retrouvé décédé. Mais avant tout, c'est de rendre hommage. Avant toute chose, c'est leur rendre un hommage pour pas qu'on l'oublie, voilà. Le proche qu'évoque le comédien s'appelait Mounir El Moussaoui. Les Apaches s'inspirent donc d'une histoire vraie, celle de la mort du jeune homme. Lundi 22 mars 2010, Ajaccio, vie réelle. 3 hommes entrent dans la salle d'audience de la cour d'assises de Corse du Sud. Ils s'appellent Anthony Astolfi, 21 ans, Arsalan Oustou, 23, et Christophe Nilio, 25. Ils prennent place dans le box des accusés, bien sûr. Sur le côté à leur droite, il y a la présidente, Marie-Laure Piazza, les assesseurs et les jurés. Les 3 jeunes qu'on juge sont accusés du meurtre de Mounir El Moussaoui 4 ans plus tôt. Anthony Astolfi, le plus jeune de la bande, était mineur au moment des faits. Le procès se déroule donc à huis clos. Sur les bancs, il n'y a que les familles des accusés et de la victime. Les Astolfi, Oustou et Nilio d'un côté, les Moussaoui de l'autre.
La plupart se connaissent, ils sont voisins. Ils ont élevé leurs enfants les uns à côté des autres. Oui, ils les ont vus jouer, grandir, sortir, puis en ont vu disparaître. Pour venir à Ajaccio, tous ont pris la même route. De Porto Vecchio, ils sont descendus vers Figari, sont arrivés sur la côte ouest. Puis ils ont suivi cette longue route qui monte plein nord, avant de s'engager dans la montagne et de redescendre sur la baie d'Ajaccio. Il faut près de 3 heures pour rejoindre les 2 villes par la route. Et ces 3 heures, les familles les ont passées chacune de leur côté, chacune avec leur peine. L'un des avocats de Christophe Nilio, le plus âgé des accusés, s'appelle Antoine Solacaro. Il est bien connu en Corse. C'est l'avocat du FLNC. Il a défendu Ivan Colonna. On le retrouvera 2 ans plus tard assassiné dans une station-service à Ajaccio. Dans ce procès, il regarde les jurés en penchant la tête, les prenant presque à partie parce que c'est à eux qu'il faut raconter l'histoire. Et il commence par le décor, par l'endroit où vivent les accusés et où vivait la victime, Porto Vecchio. Destination privilégiée des touristes depuis déjà quelques années, la cité du sel et son golfe ont vu fleurir maisons individuelles, lotissements de luxe, résidences de tourisme et camping. Un développement parfois anarchique et qui ne permet pas d'absorber toutes les demandes d'hébergement. À Porto Vecchio, on vient pour y rester au moins une semaine et on réserve 1 an à l'avance. Normalement, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Pourtant, à l'office du tourisme, 1000 passages par jour, on est assailli par les vacanciers en perdition, en quête d'une chambre. Avec 10 000 habitants, Porto Vecchio est la 3e ville de Corse, après Ajaccio et Bastia. Elle surplombe la baie au fond de laquelle elle s'est nichée. Un vieux poème corse décrit le paysage. Là-haut, sur la colline, la cité de Porto Vecchio, avec les montagnes comme couronne, et la mer pour miroir. Plein est, de l'autre côté de la mer, c'est Rome. Et si vous remontez le cours du Stapiacciu, le petit fleuve qui contourne la ville par le sud, vous quitterez rapidement le maquis pour vous enfoncer enlacé dans les massifs de l'Ospedale et de Cagna. Le soir, le soleil passe derrière les montagnes, l'ombre de leur sommet pointu pénètre alors lentement dans la ville, puis la plonge complètement dans l'obscurité. Voilà pour la carte postale. Car pour beaucoup de continentaux et d'étrangers, la Corse, c'est d'abord ça, des paysages somptueux. Pour les Corses également. Mais c'est autre chose, la Corse, pas que des paysages. Dans les années 2000, l'été, la population de Porto Vecchio est multipliée par 10, cela dit, voire plus. Les touristes viennent profiter des plages de Santa Giulia, Palombagia, Rondinara, avec les vaches qui vous tiennent compagnie sur le sable. Oui, que cette tradition ne s'arrête jamais. Bonifacio est à 3/4 d'heure en voiture de ces plages. La nuit, on fait la fête dans le centre-ville et à la Via Notte, la boîte de nuit sur la route de Palombagia, on peut y croiser des célébrités. Les villas de luxe, les hôtels et les campings envahissent les collines et le littoral, quand les propriétaires fortunés obtiennent des permis de construire sur des terrains parfois non constructibles. Les promoteurs achètent pour revendre, les prix flambent, les spéculateurs et les fonctionnaires corrompus s'enrichissent. Mais la plupart des Porto Vecchio ne profitent que des miettes. Ils sont plus de 20% à vivre sous le seuil de pauvreté. Peut-être êtes-vous déjà passé à Porto Vecchio, peut-être vous êtes-vous promené sur le port devant les yachts. Au bout de la marina, au sud, on retrouve la départementale. Et puis, en remontant, il y a un grand parking en terre. Et à 10 minutes à pied, devant un concessionnaire auto, il y a une quinzaine d'immeubles de 3 ou 4 étages, tous identiques. Les yachts sont loin d'ici, parce qu'ici c'est le bitume et la HLM, c'est le quartier de Pifano. Retour à l'audience, l'avocat Antoine Solacaro retire ses lunettes sans quitter des yeux les jurés comme d'habitude, et il leur dit « Porto Vecchio l'été, c'est paillettes et champagne, mais Pifano, c'est la face cachée. Ce n'est pas la misère, mais ça y ressemble. » Il a raison. Ils sont un peu plus de 1000 à vivre là, dont pas mal d'immigrés marocains arrivés dans les années 70 et 80 et qui ont fondé leur famille. Ceux qui travaillent sont en principe dans le bâtiment ou la grande distribution. Mais beaucoup sont au chômage, surtout les jeunes. Alors on les retrouve en bas des immeubles avec les enfants et les ados. La délinquance apparaît, mais les gendarmes sont trop occupés à surveiller la villa de Christian Clavier, déclare l'avocat Solacaro. En Corse, la grande délinquance ne traîne pas du côté de Pifano. Non, ce n'est pas là qu'on fait exploser les villas, qu'on raquette et qu'on assassine en pleine rue parfois, souvent même, car à l'époque, l'île est plongée dans une violence extrême, entretenue par des groupes clandestins, comme le FLNC, qui organise une conférence de presse dans la nuit du 10 novembre 1994. Une clairière dans une forêt de la région bastiaise, une centaine d'hommes visibles ou cachés fortement armés, et puis 2 mitrailleuses lourdes en batterie. Le canal historique avait sorti des arguments musclés pour prendre le relais de la concolta de Corsica Nazione sur le terrain politique.
Une conférence à usage interne, destinée aussi et surtout à l'État, accusé de traîner les pieds sur le plan des concessions. Les jalons sont posés pour un vrai débat politique, affirment les historiques, le tout assorti de menaces directes sur 2 points, la spéculation immobilière et la drogue. Nous ne pouvons rester insensibles à la détresse de toute une jeunesse interdite d'avenir et donc jetée en pâture aux marchands d'illusions et de mort. Même si le FLNC canal historique dit se battre contre la mafia, les choses ne sont pas si simples. Dans les années 90 et 2000, les mouvements surenchérissent dans la violence, puis se mêlent aux bandes mafieuses comme la Brise de Mer, qui règne sur le trafic de stupéfiants, sur les cercles de jeu, le proxénétisme et qui s'entretuent. À Porto Vecchio, comme ailleurs, on s'habitue tristement au bruit sourd des plastiquages des maisons et aux assassinats. Les années de plomb, c'est comme ça qu'on les appelle en Corse, un peu sur le modèle italien. En février 96, à Porto Vecchio, le propriétaire du bar Malorbou est abattu à bout portant. En août 2001, à Monassia d'Olène, à une demi-heure de route, François Santoni, ancien chef du FLNC, est assassiné en revenant d'un mariage. En juin 2005, un homme est tué au volant de sa voiture, puis un autre, un mois plus tard, en plein Bonifacio. Dans les années 2000, la Corse est la région qui connaît le taux d'homicide le plus élevé d'Europe. Enfin, le 6 février 1998 à Ajaccio, le préfet Erignac est assassiné d'une balle dans la nuque et de 2 dans la tête. Cette fois, c'est la transgression. Mardi 23 mars 2010, cour d'assises d'Ajaccio. La présidente appelle à la barre les proches de Mounir El Moussaoui, la victime. Les jurés doivent comprendre qui il était. Alors, la famille raconte le souvenir d'un jeune homme aux cheveux mi-longs qui lui tombe sur le front, toujours l'air rieur. Il se rendait régulièrement à l'association de quartier pour faire ses devoirs et jouer aux échecs. Et on le voyait souvent au pied de son immeuble réparer son vélo et son scooter. C'est là qu'il retrouvait les copains du quartier. Pifano, janvier 2006. Mounir est assis sur son vélo, un pied sur la pédale, l'autre à terre. Il discute avec 3 autres jeunes. Il a le visage d'un enfant, comparé à l'un de ces jeunes, Christophe Nilio, qui se trouve face à lui. Celui-là a 21 ans. Il travaille dans une grande surface, sa famille vit en Corse depuis plusieurs générations, comme celle d'Anthony Astolfi, 17 ans. Arsalan Oustou, lui, a 19 ans. C'est un jeune d'origine marocaine. Il plaît aux filles avec ses airs de mauvais garçon et ses cheveux coiffés en pétard avec du gel. Les 4 jeunes sont à l'écart. Ils parlent vite, à voix basse, ils font des gestes brusques. De loin, on comprend qu'ils se disputent. Mounir, Arsalan, Christophe et Anthony baignent dans l'ambiance mortifère de la Corse et de Porto Vecchio. Ils sont nés entre 1985 et 1990. Les années de plomb, c'est leur enfance. Ils ont grandi au rythme de l'affaire Colonna. Ils ont vu fleurir sur les murs de leur ville un étonnant symbole du FLNC, Uri Bellou, le rebelle, un homme cagoulé, un genou à terre, qui vise droit devant lui avec une Kalachnikov. Un symbole que certains Corses portent fièrement en médaillon autour du cou. Ces garçons sont à la fois effrayés et fascinés par cette violence. Ils savent que se frotter aux truands locaux est un jeu dangereux, mais ils rêvent dans un coin de leur tête d'avoir une arme, comme eux, et de se faire respecter, comme eux. À la barre du tribunal d'Ajaccio dépose un homme d'une 50aine d'années, barbe grise et visage triste. Il s'appelle Laziz El Moussaoui. C'est le père de Mounir. Maître Campana et maître Terra Morsi, qui défendent la famille, lui demandent « Quand avez-vous noté la disparition de votre fils ?» Le 23 janvier 2006, répond-il. Je suis allé à la gendarmerie le 26, puis à Corse matin. Fin janvier 2006, Laziz El Moussaoui entre en effet dans les locaux de Corse matin, à Porto Vecchio. Il est inquiet, son fils de 16 ans a disparu. Ce qu'il sait, c'est que le fiston est impliqué dans un cambriolage, alors il imagine qu'il a fugué parce qu'il a peur de se montrer à Porto Vecchio. L'avis de recherche de la gendarmerie est lancé très tard, le 17 février, soit 25 jours après la disparition. Laziz El Moussaoui cherche partout de son côté. Il répond à France 3 Corse en mars 2008. Je cherchais partout, dans les campings de Marina des Fiors jusqu'à Fauti. Je cherchais partout. Partout. Et je sors à 9h du soir et je rentre à 5h du matin. Et je cherche. Je cherche la nuit et la journée. J'ai même arrêté le travail. Pendant 1 mois et demi, j'ai pas travaillé.
De jour comme de nuit, l'Aziz El Moussaoui part en voiture et sillonne la région. Il s'arrête dans les campings, à Saint-Cyprien, Villata, Pinarello et Lecce. Il cherche sur les plages, prend tous les chemins de terre et de traverse, cherche dans tous les marais, sur les bords des rivières, du Stab, Biacciu, de Loso, du Cavou, dans les anciens marais salants à côté de Pifano également. Terrible errance, dramatique errance, son fils est introuvable. La gendarmerie, elle, cherche dans les foyers d'accueil, au Resto du Cœur, demande aux compagnies de bus. Des hélicoptères survolent les étangs. Encore ce matin relaie l'appel à témoins le 12 avril 2006. Toujours sans nouvelles de Mounir El Moussaoui. Depuis le 24 janvier dernier, Mounir El Moussaoui, un adolescent de 16 ans, a disparu de son domicile, quartier Pifano, à Porto Vecchio. Sa famille n'a plus aucune nouvelle et les recherches entreprises par la gendarmerie n'ont rien donné. Une information judiciaire a été ouverte et les enquêteurs lancent un nouvel appel à témoins. D'origine marocaine, 1m70, 50 kg, cheveux noirs et courts, yeux marrons, Mounir El Moussaoui était vêtu le jour de sa disparition d'une veste beige clair, d'un pantalon de survêtement bleu marine et d'une paire de baskets. Toute personne l'ayant aperçu depuis cette date ou étant en mesure de fournir des renseignements permettant de le localiser est invitée à prendre contact avec la gendarmerie de Porto Vecchio. La gendarmerie arrête ses recherches en juin, 4 mois et demi après la disparition de Mounir. Son père continue seul pendant presque 2 ans. Puis il s'arrête en mars 2008. Et pour cause. La gendarmerie a entendu un témoin et a reçu un renseignement anonyme qui lui apprend que Mounir El Moussaoui est mort. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Mercredi 12 mars 2008, Mounir El Moussaoui est porté disparu depuis 2 ans quand les gendarmes de Porto Vecchio débarquent à Pifano. Il vient interpeller 3 jeunes hommes, Anthony Astolfi, Arsalan Oustou et Christophe Nilio. Les 3 descendent menottés de leur appartement familiaux et montent dans les voitures des gendarmes sous les yeux stupéfaits de leurs voisins. Pendant 2 ans, alors que tout Porto Vecchio ne parlait que de la disparition de Mounir El Moussaoui, eux savaient ce qui était arrivé pour cause. Alors ils ont caché leur secret, jusqu'à ce que le 22 octobre 2007, le parquet de Marseille envoie au procureur d'Ajaccio des écoutes téléphoniques qui révèlent des éléments sur la mort de Mounir. Un peu plus d'1 mois plus tard, la gendarmerie entendait un témoin, resté anonyme, qui révélait que le garçon avait été tué après un cambriolage auquel il avait participé. Puis, le mois suivant, le 21 janvier 2008, la gendarmerie recevait un appel anonyme qui dénonçait les coupables et leurs noms, Anthony Astolfi, Arsalan Oustou et Christophe Nilio. Depuis 2 ans, Nilio a perdu du poids, et son sourire aussi, dit sa mère. Il s'enferme dans sa chambre et pleure la nuit. Il travaillait dans un supermarché de Porto Vecchio, puis il a démissionné, parce qu'il ne supportait plus de croiser la famille El Moussaoui. Il est terrassé par la culpabilité du reste, devant les éléments à charge. Eh bien, il avoue. Les 2 autres aussi. Les 3 garçons sortent de leur cellule et reprennent la route avec les gendarmes jusqu'à l'endroit où ils ont enterré Mounir. Une fois sortis de Porto Vecchio, la route monte vite. Le bitume est craquelé par le soleil. Sur le côté par la fenêtre, ils voient Porto Vecchio s'éloigner. Les chênes lièges et le maquis disparaissent, laissant la place à une forêt de pins aricio et de chênes verts. À chaque virage, on gagne de l'altitude. Sur les transformateurs électriques qui jalonnent la route, on lit des tags en capitale, FLNC, I Francesi Fora, les Français d'or et I Arabi Fora, les Arabes d'or. Puis, passé le village de Palavese, on entre dans la forêt de l'Hospédale. Au bout de la route, à 30 minutes de Porto Vecchio, il y a un lac soutenu par un barrage à 1000 mètres d'altitude. Les 3 jeunes hommes indiquent un chemin de terre qui part de la route. C'est là. France 3 Corse raconte dans son journal le 15 mars 2008. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce Corsicaser du 15 mars. 2 ans après les faits, la disparition près de Porto Vecchio du jeune Mounir El Moussaoui est élucidée. Le corps de l'adolescent a été retrouvé hier dans la forêt de l'Hospédale. 3 jeunes gens à peine majeurs ont été mis en examen pour assassinat. Delphine Léon et Pascal Masse. C'est dans la forêt de l'Hospédale et que le corps criblé de chevrotines de Mounir El Moussaoui, 16 ans, a été retrouvé hier. L'enquête de la gendarmerie de Porto Vecchio, où était domiciliée la victime, a piétiné pendant 2 ans jusqu'à ce que des renseignements anonymes et un témoignage permettent d'identifier les 3 suspects.
Il aurait fallu pas moins de 6 interrogatoires pour que les agents de la police judiciaire d'Ajaccio obtiennent des aveux de la part des auteurs présumés du crime, âgés de 19 à 23 ans, tous proches de la victime. Mercredi 24 mars 2010, cour d'assises d'Ajaccio. Les témoins ont été entendus. Frédéric Campala et Michel Terramorsi, les avocats de la famille El Moussaoui, ont la journée pour donner aux jurés leur version des faits. Alors, ils se succèdent à la barre et commencent par l'origine de l'engrenage, les cambriolages, 4 ans plus tôt. L'hiver, à Porto Vecchio, les résidences secondaires sont presque toutes vides. À côté des HLM de Pifano, il y en a des centaines, avec des grands jardins, des piscines. Alors, certains jeunes du quartier les visitent. Ils volent des télés, des chaînes IFI, parfois un peu d'argent, selon l'humeur. En janvier 2006, des jeunes Pifano cambriolent 2 fois une même villa. Parmi eux, il y a Arsalan Oustou, Anthony Astolfi et Mounir El Moussaoui. C'est même lui qui aurait l'idée. Il connaissait la maison parce que son père y avait travaillé. Alors, il vole 2 télés, des chaînes IFI, un ordinateur, 2 motos, des cannes à pêche, des combinaisons de plongée, une planche de surf et un fusil. Puis ils apprennent que la villa était sous surveillance et que les propriétaires ont des amis en Corse, du genre de ceux qui font peur aux jeunes de Pifano, du genre aussi de ceux qui règlent leurs problèmes eux-mêmes, parfois violemment. Et il se trouve que ces gens remontent la piste des cambrioleurs. Les jeunes paniquent. Qui sait ce qui leur arrivera s'ils sont démasqués? Ils imaginent le pire, qu'ils vont se faire tuer, comme ils ont vu toute leur vie se faire tuer si facilement tous ces hommes à Porto Vecchio et aux alentours. Alors il faut rendre ce qu'ils ont volé, et Mounir sert d'intermédiaire. Les amis du propriétaire récupèrent ainsi le butin, tout sauf les cannes à pêche et le fusil. Et pour eux, l'histoire s'arrête là, après tout. Elle est assez anodine. Et Arsalan Oustou et les autres ont toujours peur. Et si Mounir les balançait, genre, j'étais pas seul, hein, ceci de leur faute. Et puis c'est le plus jeune, le plus intimidable, pensent ses complices. Alors, ils décident de lui mettre la pression. Oui, la pression, c'est ce qu'ils diront à la gendarmerie. Et peut-être ont-ils déjà l'idée de l'éliminer. Mathieu Grand, substitut du procureur d'Ajaccio, répond sur ce point à France 3 Corse en mars 2008. Ce qu'on sait de manière certaine, d'après les déclarations des 3 mises en cause, c'est qu'il y en a un qui a reconnu avoir fait feu à 3 reprises sur Mounir El Moussaoui, l'un qui aurait été au moins complice en allant chercher l'arme, en la chargeant et en la manipulant lorsqu'elle s'est enrayée. Et puis il y en a un qui aurait été au moins complice également en servant de chauffeur lors de l'expédition. Nous sommes en janvier 2006, quelques jours après les cambriolages. Arsalan Oustou appelle Christophe Nilio. C'est le seul qui a son permis, il faut qu'il vienne à Pifano. Il lui demande aussi de prendre 3 cartouches de calibre 12, ce qu'il fait. Puis il lui indique le placard, là, devant la porte de son appartement. Ouvre-le, il y a un fusil à pompe caché au fond, à calibre 12. Christophe Nilio gare sa voiture à Pifano. Le fusil est rangé dans le coffre. Il est un peu plus de 17 heures. Les 3 jeunes trouvent Mounir El Moussaoui et le convainquent d'aller faire un tour. Ils prennent la route direction l'Hospédal. Une fois dans la forêt, Oustou demande à Nilio de s'arrêter. Il est près de 18 heures. Il fait nuit. Il y a très peu de passages à cette époque de l'année. Les habitations sont loin. Arsalan Oustou descend de la voiture, puis fait sortir Mounir. Les 2 autres restent à l'intérieur. Arsalan ouvre le coffre et prend le fusil à pompe. Anthony et Christophe, terrorisés, le voient pointer l'arme sur Mounir, qui panique. Une détonation résonne. Mounir tombe dans le ravin, derrière lui. Mais il n'est pas mort. Il rampe, remonte le ravin, court à la voiture en hurlant. Il essaie d'ouvrir les portières, mais les portières sont verrouillées. Et les vitres remontées. Alors Mounir tambourine de toutes ses forces qui lui restent, celle de la survie. Il tambourine sur la vitre d'Anthony Astolfi. Il implore en hurlant de l'emmener à l'hôpital. Mais les 2 à l'intérieur restent tétanisés. Alors Mounir s'enfuit. Il court sur le bitume. Arsalan Oustou le rattrape et le pousse dans le ravin. Mounir tombe sur le dos. L'autre pointe de nouveau le fusil à pompe sur lui, appuie sur la détente, mais l'arme s'enraye. Mounir à terre supplie son agresseur. De longues secondes de terreur passent. Oustou donne le fusil à Anthony Astolfi, qui le recharge, puis qui lui rend. Arsalan retourne vers Mounir. Cette fois, l'arme fonctionne.
2 nouvelles détonations dans la forêt. Mounir est mort. Son corps est laissé dans le ravin recouvert de branchages. Les 3 autres descendent à Porto Vecchio. Quelques jours plus tard, Niglio achète une pelle et une pioche. Et avec ses complices, ils retournent ensemble dans la forêt, mettent leurs victimes dans la voiture et l'enterrent quelques kilomètres plus loin. Puis ils redescendent sur la côte, sur la plage de Saint-Cyprien, où ils brûlent leurs vêtements. Pifano n'apprend ce qui est arrivé que 2 ans plus tard. France 3 Corse en parle dans son journal le 21 mars 2008. C'est une marche silencieuse et digne qui a rassemblé plus de 400 personnes cet après-midi à Porto Vecchio, dans le quartier Pifano. Élus et anonymes ont salué la mémoire de Mounir El Moussaoui. Florence Antomar, qui Sylvie Garat. Cet après-midi, on préparait la marche silencieuse dans la cour des immeubles. Farid, grand frère de tous, a vu grandir la victime comme les présumés coupables. On les disait copains du même quartier. Une prise de conscience, comme je disais tout à l'heure, et que derrière on puisse créer et encadrer les jeunes pour que, comme je dis, plus jamais ça arrive et qu'on puisse se structurer pour pouvoir faire avancer les choses dans les quartiers, surtout au niveau même de Porto Vecchio, pas que des HLM Pifano, pour que justement ça cesse cette violence, pour que plus jamais ça arrive. Nous sommes le mercredi 24 mars 2010, en fin de journée. Les avocats de la partie civile ont terminé leur plaidoirie. La parole est donc donnée au substitut du procureur. Il se lève et demande 73 ans de prison. En fait, 30 pour Arsala Nousto, 25 pour Anthony Astolfi, 18 pour Christophe Niglio. Le lendemain, c'est le dernier jour du procès, et c'est au tour des avocats de la défense. Ils sont 5, ils s'expriment tour à tour. Au départ, nos clients voulaient intimider Mounir, disent-ils, pas le tuer. C'est Oustou qui a pris la décision de lui tirer dessus, disent les avocats des 2 autres. Niglio, lui, a accepté de les emmener en voiture et de prendre des munitions, mais il ne savait pas ce qui allait se passer. Et jusqu'au dernier moment, il n'a pas cru qu'Arsala lui tirerait. À la fin de la journée, les jurés se retirent pour délibérer. Quand ils reviennent, la présidente lit le verdict. 20 ans pour Arsala Nousto, 14 pour Anthony Astolfi, et l'acquittement pour Christophe Niglio. Dans la soirée, Pifano s'enflamme, Corse Matin écrit. Le verdict rendu hier soir par la cour d'assises de Corse du Sud dans l'assassinat de Mounir El Moussaoui, tué en janvier 2006 à l'âge de 16 ans, a provoqué la colère des jeunes du quartier de Pifano. Mounir, ils l'ont vu grandir, c'était leur petit frère, leur ami. Les autres aussi, ils les ont vus grandir. L'implication réciproque de chacun d'eux, ils la connaissent encore mieux que les magistrats, les enquêteurs et les jurés. Et le verdict est très mal passé. C'est surtout l'acquittement pour Christophe Niglio qui est très mal accepté. Hier soir vers 21h, les jeunes sont sortis dans leur quartier pour exprimer leur mécontentement. Une colère qui s'est matérialisée par des incendies de poubelles, de palettes et même de voitures. De l'autre côté de la rue, la famille de Mounir El Moussaoui était abattue. Un père digne mais en colère, des femmes en pleurs criant à l'injustice. Le vendredi 26 mars 2010, au lendemain du verdict, le procureur général près la cour d'appel de Bastia fait appel du jugement. Christophe Niglio est rejugé 1 an plus tard. Il écope cette fois de 6 ans de prison, ce qui met un terme à l'affaire Mounir El Moussaoui. Histoire sombre, triste histoire. Et si nous en sortions sans l'oublier, en pensant au regard des bonheurs de la vache qui vient se faire bronzer à vos côtés sur le sable doré d'Orondinara? Vous écoutez Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Mounir El Moussaoui. Notre invité Paul Ortoli, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement parce que vous êtes corse. Vous êtes journaliste, auteur. Vous avez travaillé 11 ans au service justice de Corse Matin. Vous étiez rédacteur en chef, à Corse Matin. Aujourd'hui, vous êtes correspondant en Corse, toujours pour le journal Le Monde. Alors, en 2006-2007, vous viviez, je crois, à Porto Vecchio. Et vous n'étiez pas un journaliste, me semble-t-il. Et on parlait de cette affaire. On en parlait. Dites-moi, comment on en parlait? Oui, tout à fait. En 2006-2007, j'étais vacataire. J'enseignais la philosophie au lycée de Porto Vecchio. Eh bien, l'affaire El Moussaoui, on en parlait, mais à bas bruit. Tout le monde évoquait le souvenir de ce jeune homme qui avait été un élève, forcément, qui avait suivi toute sa scolarité à Porto Vecchio. Et il y avait ce mystère urbain qui planait autour de ça, bien que certaines voix disaient savoir ce qui s'est passé, mais refusaient de parler. Voilà, comme si la vérité, comme parfois encore, c'est connu d'un petit groupe, d'un petit noyau, mais pas de la justice.
En même temps, ce sont des gens qui se connaissent. Enfin, les gamins sont connus gamins, jouaient ensemble, donc les parents se connaissent. Faut avouer quand même que la situation est compliquée. Là, c'est difficile pour tous ces gens-là. Oui, de parler. Bon, c'est toujours bien de parler, bien sûr. Mais enfin bon, ils font ce qu'ils veulent, ça les regarde. Mais c'est la situation très compliquée. Oui, tout à fait. Il y avait bien sûr, la Corse est une société de proximité, et Pifano est une enclave dans Porto Vecchio, vous l'avez dit. C'est un quartier où il y a 1 millier à peu près d'habitants, essentiellement du logement social, et c'est une ville dans la ville. Qui a un petit peu son fonctionnement propre, où les gamins ont vécu tous ensemble, ils se connaissent, et c'est ça qui rend le caractère d'autant plus sordide de cette affaire. Ouais. Parlons un peu de Porto Vecchio, qui est un endroit spécifique de la Corse, et elle a commencé à attirer les touristes il y a combien de temps? Parce que ça a vraiment fonctionné. C'est peut-être l'endroit le plus touristique de Corse. Porto Vecchio est la vitrine touristique de la Corse. C'est la vitrine, oui. C'est elle qui concentre le plus de touristes, 700 000 environ avant le Covid. Et c'est surtout la moitié des emplois de tourisme qui sont localisés à Porto Vecchio. Et finalement, c'est difficile d'imaginer qu'avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, Porto Vecchio était un petit village, une bourgade de même pas 2000 habitants, où les gens manquaient d'eau, qui ne vivaient pas du tourisme, et qui s'est développé en fait après la guerre, où tous les marais alentours ont été asséchés, parce que c'était une cité lacustre où sévissait la malaria. D'ailleurs, il y avait un proverbe corse qui déconseillait aux futurs mariés d'aller contracter une union à Porto Vecchio. C'était le plus mauvais parti était en bas, quoi. Ah oui. Et les gens, les habitants de Porto Vecchio allaient dans la montagne, donc dans l'Ospedale, à l'endroit où aujourd'hui se trouve un barrage, mais qui n'existait pas à l'époque, pour s'alimenter en eau. Donc on a peine à imaginer que l'été, les habitants transhumaient, allaient dans la montagne, où ils restaient 4-5 mois, et que l'été, Porto Vecchio était une ville déserte. Et on a fait une démoustication comme sur la côte languedocienne, par exemple. On peut comparer ça. Tout à fait. Alors, la Corse a été libérée en 1943, donc les Américains étaient basés sur la plaine orientale, et ils avaient déjà commencé à démoustiquer forcément pour aller ensuite bombarder l'Allemagne. Et Porto Vecchio, le développement, le miracle économique a été fait sous l'impulsion d'une famille, la famille Roccaser, qui régnait. C'était un clan politique qui a marqué le destin de cette ville. Et donc Jean-Paul de Roccaser a vraiment été un spécialiste même de cette question de l'eau. Donc il s'est attaché à démoustiquer, à assainir et à permettre le développement économique en traçant des routes. Et là où certains petits chemins multi amenaient à la plage, il a construit des routes. Et petit à petit, eh bien le Club Med s'est installé. Ça a été très important. Ça a vraiment marqué le début du boom touristique. Et un hôtel comme le Calaros, qui était vraiment qui a participé à la réputation de la Corse et à en faire le Saint-Tropez un petit peu insulaire. Un peu Saint-Tropez. Bon, c'est vrai qu'en Corse, tous les sites sont touristiques l'été. L'été. Enfin, il y a c'est pas la même chose quand on est à Bastia, à Certaines, où l'âme corse, on la voit, elle est éclatante. Peut-être c'est moins éclatant à Porto Vecchio. Est-ce qu'on peut dire que là on y trouve moins l'âme corse parce qu'il y a trop de tourisme? Et après, on passera à autre chose, mais lié au tourisme aussi. À la sortie de la guerre, là encore, la Corse était à 80% rurale. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. 80% de la population vit sur le littoral. Et une ville comme Porto Vecchio, une ville qui a multiplié par 6 sa population en un demi-siècle, est une ville forcément qui a un peu perdu pour certains Corses, ce comparable-là, mais après c'est compliqué, il y a aussi une identité porto-vecchiaise qui est à part, mais effectivement on peut retrouver ce que l'on voit sur la Côte d'Azur, avec ces villes qui attirent, ces villes un peu bling-bling sur la Côte d'Azur, à Saint-Tropez, qui attirent forcément les touristes, et parfois au plan culturel, il y a des distances au plan d'identité. Ah oui, bon. Est-ce qu'il y a une criminalité, alors, en Corse maintenant, globalement, liée au tourisme? Lié au tourisme, il y a parfois une petite délinquance qui est liée à des cambriolages, c'est à la marge. En réalité, la petite délinquance est un phénomène très peu marqué en Corse. Il y a un grand banditisme qui est bien installé. Il y a une violence. Il est clair que les touristes sont pas ennuyés. Non, tout à fait. Et d'ailleurs, c'était pas le sens de ma question. C'était vraiment, est-ce qu'il y a qui serait lié au tourisme
sans toucher les touristes, évidemment, parce que c'est les clients. Alors, il a pu y avoir une délinquance liée au tourisme quand il s'agissait de résidences secondaires, où il y a eu des cas de raquettes, notamment récemment à Porto Vecchio. Ça peut arriver, évidemment. Mais si vous voulez dire que cette délinquance... je veux rien dire, je pose des questions. Alors non, mais si votre question concerne le lien entre tourisme et délinquance, il est très ténu, en fait. D'accord. Très bien. Bon, donc le lien ténu, c'est au moins celui de notre histoire, puisqu'il y a une résidence secondaire, que des gamins vont cambrioler, c'est de la petite délinquance liée effectivement à un tourisme et à une implantation de résidences secondaires. Il n'y a pas que la Corse, il y a d'autres points touristiques comme ça en France. Mais en quoi cette affaire-là, cette affaire qu'on vient de raconter, peut être qualifiée d'affaire corse, avec des ingrédients corse? Cette affaire reflète quelque chose qui est très symptomatique de Porto Vecchio, c'est cette vie un petit peu schizophrène, où finalement l'hiver il y a une hibernation, la ville est au ralenti, et l'été il y a une forte activité, c'est très bling bling, la vie vit à 300%, parce que forcément c'est là le cœur de l'activité économique. Donc elle est révélatrice parce que finalement cette affaire elle se passe l'hiver. Dans un moment sombre où la vie est arrêtée. Et cette machine infernale se met en place à ce moment-là, avec ses codes. Comme vous l'avez dit, effectivement, le lien et le tourisme, puisqu'il y a une résidence secondaire qui est construite, avec un cambriolage qui est commis chez cette personne. Il y a des personnalités locales qui essayent d'intervenir pour récupérer les objets. Ils font un petit peu peur aux gamins. Et là, tout s'emballe. Et tout est exacerbé. Donc, en cela, dans ces excès, dans ces paradoxes, on peut dire que c'est une affaire corse. D'autant plus, ça c'est pas spécifiquement corse, et en tout cas sur tout le territoire continental, c'est-à-dire qu'on a des villes qui sont touristiques, mais en tant que ville, il y a des quartiers difficiles, toujours. Et il y a des déclassés de la manne touristique. Est-ce que à Pifano, on est déclassé de la manne touristique? On n'en profite pas? Oui, il y a des oubliés du tourisme en Corse, évidemment. Il y a ce que le journaliste Antoine Albertine appelle des invisibles, pour parler des travailleurs marocains de la plaine orientale. Ces gens-là, effectivement, existent, ils sont là, mais on les voit pas. D'ailleurs, quand on regarde bien le quartier de Pifano, on le voit presque pas, il est un petit peu à l'écart, alors que quand on prend la grande route qui mène au port de Porto Vecchio, tout est luxueux tout de suite. Donc, en 2 coups de volant, on se trouve dans une autre réalité. Donc, effectivement, ces gens-là, ces jeunes grandissent à l'ombre du progrès. Ils grandissent en voyant des jeunes qui forcément, des fils de Jo. Les Jo en Corse, ce sont des seigneurs. En Corse, le Sud est la terre des seigneurs. Donc, ces fils d'entrepreneurs, de restaurateurs, de bourgeois, de la bourgeoisie, de la grande bourgeoisie porto-vecchiaenne, tout à fait. Ces fils-là ne vivent pas de la même manière que les petits gamins de Pifano. Donc forcément, il y a cette inégalité sociale, et d'ailleurs, ça se traduit naturellement, quoi. Donc il y a cette envie finalement qui naît parce que il y a ce désir d'appartenir à ce monde, mais eux n'en font pas partie. Et puis il y a un autre problème, alors qui est peut-être plus spécifiquement corse, c'est que ces gamins-là ont ou des grands frères, ou des pères, ou des oncles, qui ne montrent pas forcément le bon exemple. On va en parler après avoir écouté Julien Doré qui chante Porto Vecchio, bien sûr. Paul Ortoli, je parlais tout à l'heure, je disais, cette histoire c'est un peu Gomorrah en Corse. Je dis ça parce que le film et le livre de Saviano insistent beaucoup sur cette délinquance juvénile, ces jeunes 15, 16, 17, 18 ans, presque des sicaires, des tueurs. Donc on n'est pas tout à fait là-dedans en Corse, mais bien sûr, ils voient leurs aînés. Ils voient faire leurs aînés. Ça leur paraît, si j'ose dire, naturel, en tout cas pour les plus fragiles d'entre eux. On a ce syndrome-là, je trouve, dans cette histoire. Oui, il y a une école du crime, évidemment. Il y a oui, ça s'appelle l'école du crime. C'est dit forte plus simplement. Prégnance du grand banditisme. Il y a le spectre tout le spectre de la délinquance qui existe en Corse. Il y a des groupes criminels, des groupes mafieux qui existent, qui tuent. Donc il y a forcément ces aînés et ces modèles, peut-être pour certains, qui donnent cet exemple. Cette société qui est malade, comme le dit l'écrivain Marco Biancarelli, cette société qui connaît cette violence, qui est habituée, qui est confrontée dans son quotidien à ce rapport à la violence. Donc on a des assassins et des responsables. On va parler de la Corse maintenant, si vous voulez, au-delà de ça, parce que on rappelle, évidemment, la Corse c'est pas que de la délinquance, heureusement, et c'est aussi une situation politique, la Corse, qui est intéressante parce qu'elle est très particulière. Il y a eu les accords de Matignon sous Jospin, où vous, les Corses, franchement, vous avez obtenu un certain nombre de choses. Il faut quand même le dire.
Mais depuis ces accords de Matignon, quelle est la situation en Corse aujourd'hui? Est-ce que ça va mieux qu'avant les accords de Matignon, les rapports avec le continent? Expliquez-moi ça. Je crois que vous avez écrit en plus un article tout récemment dans Le Monde. Oui, dans Le Monde, il va apparaître d'aujourd'hui, sur la situation politique de la Corse. Oui, effectivement, la Corse, il y a toujours une spécificité corse. Elle a été reconnue tout d'abord en 82 par un premier statut de décentralisation qui a créé une assemblée de Corse dotée de compétences qui ont été renforcées 9 ans plus tard avec la création du statut JOX. Et vous l'avez dit, le processus Matignon, à la fin des années 90, à la suite de l'assassinat du préfet Rignac, a doté la Corse de moyens supplémentaires, mais surtout d'un grand plan d'investissement public, 2 milliards d'euros, parce qu'il y avait un retard économique. Et on a vu les effets de cet investissement, puisque le PIB de la Corse a cru pendant ces années-là, et finalement la Corse a une bonne croissance économique. Mais la résolution du problème politique corse, pour autant, n'a pas été effective. En 2015, le pouvoir a changé de main. Pendant des années, il était détenu par des clans politiques, au nord comme au sud, qui avaient mené une politique principalement d'équipement de la Corse. Leurs principaux détracteurs, c'était les nationalistes, qui dénonçaient leur clientélisme, qui visaient le clanisme, qui les rendaient responsables du manque de développement. Et puis il y avait un spectre ou une épée de Damoclès, comme on veut, qui s'appelait la violence politique, qui était menée par le FLNC ou d'autres groupes clandestins. Depuis sa création en 1976, le FLNC a perpétré à peu près 10 000 attentats dans l'île, attentats explosifs, visant principalement des bâtiments publics, des résidences secondaires appartenant à des non-corses, ou alors même des homicides, une cinquantaine à peu près. Donc cette violence politique, elle a cessé en 2014. Puisque le FLNC a annoncé son retrait de la lutte clandestine. Et donc, 1 an plus tard, les nationalistes ont été portés au pouvoir, et ce sont eux qui dirigent les affaires de la Corse depuis 2015. Et en 2018, un nouveau statut particulier est apparu, puisque la Corse a été la première collectivité de métropole à inaugurer la fusion des régions et des départements. Oui, absolument. Donc, à partir de là, la situation économique, je dirais, elle est toujours assez similaire à ce qui se passe depuis 20 ans, c'est-à-dire que le moteur de l'économie, pour 24%, c'est le tourisme dans le produit intérieur brut. 24%. 24%, et si on l'ajoute au transport, ça fait à peu près 31%. Donc c'est le tiers de l'économie. Et si on relie également le bâtiment qui est afférent au tourisme, là on peut monter encore un peu plus, on est autour de 40%. Et d'ailleurs cette économie du bâtiment, on la voit dans l'explosion des résidences secondaires, puisque la Corse est une terre de tourisme, il y a une forte attractivité. Et aujourd'hui, ces résidences secondaires, elles empêchent aussi les locaux de se loger parce qu'il y a une forte spéculation immobilière. Donc aujourd'hui, la situation à 1 mois du premier tour des élections territoriales, ces questions-là, pour dire la vérité, elles sont un petit peu comme de partout obscurcies par la crise sanitaire. Oui, et d'ailleurs, gênant pour vous, plus que certains territoires, c'est évidemment les déplacements, la complexité des déplacements avec le Covid. Évidemment, c'était très pénalisant pour la Corse, j'imagine. Oui, alors la Corse, effectivement, était un peu, ça a été une région mauvaise pioche, là. Fortement touchée parce qu'elle a été un cluster au début, il y a 1 an. Mais finalement, elle s'en sort très bien aujourd'hui puisque c'est la zone de France où on vaccine le plus. Donc là, les stratégies de proximité, les stratégies locales ont plutôt été efficaces. Voilà. Mais effectivement, la grande interrogation autour de la saison touristique, c'est va-t-elle avoir lieu et dans quelles conditions. Donc ça, ces questions sont discutées. Et pour répondre à votre question, aujourd'hui, le problème, c'est aussi la diversification de cette économie qui se pose parce que elle est aussi, elle pourvoit aussi des inégalités sociales. Paul Ortoli, il me reste à vous remercier après avoir fait le tour. Merci. Au moins le maximum du tour de la question. Je rappelle que vous êtes journaliste et que vous avez été rédacteur en chef du journal Corse Matin et que vous êtes toujours journaliste et maintenant pour Le Monde et c'est sur l'île, bien sûr. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires sensibles aujourd'hui quand les jeunes Corses se la jouent Gomorrah. À la technique aujourd'hui, il y avait Rémi Sestiaga.